Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans la série des entretiens de Tech Éthique, alors, qui ont pour vocation à sensibiliser le marché et les acteurs institutionnels sur l'importance d'avoir un numérique français fort et souverain pour garantir une indépendance et une souveraineté à la France, bien sûr, au sein de l'Europe. Alors, même si le numérique est omniprésent dans nos vies aujourd'hui, cette ambition s'inscrit évidemment dans un projet plus global, celui de vivre dans un monde plus éthique. Spinoza affirme qu'une conduite éthique a pour principe l'effort pour se préserver, qui en serait la première et unique origine de la vertu. Alors justement, c'est dans cet objectif de conservation, de recherche de solutions, qu'a eu lieu à Paris fin mai le salon Change Now, changer maintenant, le plus grand événement de solutions de la planète. Les organisateurs. Donc en chiffres, c'était quand même 120 pays représentés, 1000 actions concrètes, 400 intervenants qui ont animé beaucoup de tables rondes. Et puis également des exposants qui intègrent évidemment de la technologie pour proposer des solutions concrètes pour changer donc maintenant, ou le plus rapidement possible en tout cas, et vivre en meilleure harmonie avec la planète et nos semblables. C'est un petit peu ça l'objectif. Donc c'est à ce titre que je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Mathieu Hugues, le CEO de Tilcal. Voilà. Bonjour Mathieu, Bonjour, bonjour Thierry. ravi de t'accueillir. Alors peut-être pour Oui, commencer, est-ce moi. que tu peux te présenter à titre personnel et puis nous dire concrètement ce que fait Tilcal? Ouais, bien sûr. Donc à titre personnel, j'ai 49 ans, je suis entrepreneur depuis ouais, une grosse quinzaine d'années maintenant. Euh, Toujours travaillé dans le numérique, et notamment le numérique B2B. Et puis donc on s'était connus Thierry tous les deux il y a une quinzaine d'années, hein, ma Ouais, première aventure, ça fait un Run bail My déjà, ouais, Process, absolument. Ouais. c'est ça. Qui était en gros une plateforme cloud de RPA, de Robot Process Automation. Mais à une époque, on n'employait pas trop ces mots-là, quoi. Ça n'existait pas trop. Clairement, clairement. Et puis c'est une plateforme qui a été rachetée, que j'ai vendue au groupe Fujitsu en 2013. Mhm. Et puis, j'ai passé quelques années. Et puis, depuis 2017, donc, j'ai créé, développé, puis j'essaie de faire grossir Tilcal. Donc, Tilcal, c'est qu'on commercialise en gros depuis fin 2019. On est une vingtaine de personnes. Et notre métier, c'est ce qu'on appelle la traçabilité bout en bout des chaînes d'approvisionnement. En gros, c'est donner la capacité à nos clients industriels d'avoir une connaissance et une visibilité, une transparence sur ce qui se passe sur leur chaîne d'approvisionnement Mhm. depuis l'origine des matières premières jusqu'à leurs clients, euh, potentiellement aussi sur des chaînes de retour parfois, de recyclage, etc. Oui. Et ce, à travers à la fois toutes les transformations possibles que le produit ou les matières premières peuvent subir, mais aussi sur les différents axes de ce qu'on peut appeler la traçabilité. C'est-à-dire que ce que je crois assez fortement, c'est que euh, assez naturellement, on associe la traçabilité à des idées un peu de logistique, de cycle de vie du produit, comment il a bougé. Mhm. Mais en fait, la vie d'un produit, c'est aussi les conditions de travail tout le long de la chaîne d'approvisionnement, c'est aussi l'impact environnemental, par exemple de déforestation, des choses comme ça. Sûr. Voilà, et donc une plateforme elle a la capacité à agréger toutes ces données. Et ensuite, du coup, on va pouvoir analyser la chaîne d'approvisionnement, scorer les flux, essayer de détecter là où il y a des dysfonctionnements, là où il faut aller travailler, etc. Et donc, on travaille là-dessus dans plusieurs secteurs, un peu dans le food, un peu dans les cosmétiques, dans le textile, et puis progressivement, de plus en plus sur des sujets vraiment industriels, un peu au sens traditionnel du terme. D'accord, Et donc, globalement, pas mal avec des grosses entreprises, mais on a des clients d'un peu toute taille. d'accord. Et donc, pourquoi est-ce que vous étiez présent sur Change Now? Et comment tu définirais la façon dont, peut-être modestement, vous contribuez à changer le monde? Ouais.
Bah, alors, pourquoi on était présent à ChangeDAO? Alors, d'abord, c'était la première fois. Donc, c'était il y Ouais, avait en toute simplicité, en toute sincérité, il y avait un aspect pour tester. Après, découvrir. en termes pour découvrir, et puis en termes de type de salon, c'est intéressant, comme tu le mentionnais, c'est un peu le plus gros salon, ça se revendique comme étant le plus gros salon des acteurs qui veulent faire bouger les lignes, quoi, qui veulent Ouais, améliorer le monde, si on veut prendre ouais. le mot. Euh, Nous, c'est clairement notre ambition sur les différents sujets que je peux expliquer à travers différents sujets sur lesquels on travaille. Et puis, c'est surtout l'ambition de nos clients. C'est comme ça qu'ils se voient la plupart. Donc, voilà, il y avait un vrai sens pour nous à aller sur un salon comme ça. Et en plus, ça s'est révélé un endroit vraiment. C'est un super salon, en fait. Il y a plein de gens très intéressants, à la fois dans les solutions, dans les entreprises qui y viennent. Donc, on est absolument ravis. Alors, pour expliquer comment nous, on essaie de contribuer à apporter une pierre au changement du monde, euh, faut que j'explique rapidement en fait, les problèmes qui se posent aux chaînes d'approvisionnement aujourd'hui. Le gros de leurs problèmes, c'est une opacité totale. Je ne suis pas le seul à le dire, il y a des rapports du World Economic Forum là-dessus. Enfin, bref, c'est très largement reconnu. Cette opacité, elle se traduit hyper concrètement. Alors, euh, c'est en gros n'importe qui connaît ses fournisseurs de rang 1, donc ses fournisseurs directs. Mhm. Il y a des acteurs qui n'ont pas une liste exhaustive, mais en gros, n'importe qui connaît ses fournisseurs directs. Les fournisseurs de ces fournisseurs, donc au rang 2, c'est très, très rare, ça devient assez rare de les connaître. Au-delà du rang 2, personne ne connaît personne. D'accord. Or, une chaîne d'approvisionnement globale aujourd'hui, ça peut être n'importe où entre 10 et 50 rangs de fournisseurs. Donc, quand tu connais un ou deux rangs sur 10 à 50, en fait, sur l'immense majorité de ta chaîne de valeur, ta chaîne d'approvisionnement, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu connais pas grand-chose, ouais. Et quand tu ne sais pas ce qui se passe, shit happens, quoi. C'est la porte ouverte à tous les abus, Forcément, tous les c'est travers. mécanique. Ouais. Exactement. Et ça se traduit en fait de manière macro, ça se traduit de manière assez concrète. Hein. Concrètement, aujourd'hui, il y a 150 millions d'enfants dans le monde qui travaillent. Mhm. Ils sont à l'origine de chaînes de valeur, hein, dans les champs de coton, de cacao, de café, dans les mines de cobalt. Enfin, il y a 45 millions d'esclaves modernes. Mhm. Il faut quand même se donner un chiffre. Hein, c'est 45 millions d'esclaves, c'est 3 fois plus que pendant la traite transatlantique. Ah oui, Donc l'esclavage, c'est un problème du 21e siècle, pas du 18e en vrai. d'accord. Mhm. Il y a toutes les questions de déforestation qui sont souvent d'ailleurs dans les mêmes zones, sur les mêmes catégories de produits. Tout ça est très très lié. Ouais. Euh, et puis il y a toutes les problématiques qu'on peut voir plus nous en tant que consommateurs dans des pays développés, qui sont les problématiques de fraude, de contrefaçon, etc. Pour donner un chiffre sur un produit sur lequel on commence à travailler actuellement, mais c'est assez étonnant, euh, sur les importations de miel dans l'Union européenne, il y a 50% de fraude. C'est beaucoup quand même. Hein. Il y a un miel sur deux qui est importé dans l'Union européenne, c'est en gros Mhm. pas du miel. D'accord. Donc, donc, en fait, il y a une opacité qui se crée sur la chaîne d'approvisionnement qui crée des dysfonctionnements qui sont de nature assez diverse, mais qui sont assez significatifs, quoi. Mhm. Euh, et notamment sur les aspects de durabilité, d'éthique, pour reprendre, Mhm. C'est ça. ce que tu évoquais au début. Mhm. Euh, et donc, nous, notre contribution à ça, c'est pas on va pas résoudre ça tout seul, hein, loin s'en faut, mais on apporte une plateforme qui permet de lever cette opacité. Mhm. Et je pense et pour moi, c'est la première étape. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut, il y avait Peter Drucker, ce grand gourou du management, qui disait Ouais. If you can't measure it, you can't manage it. Ouais. Et c'est exactement ça. En fait, ce que tu sais pas mesurer, ce sur quoi tu n'as pas de visibilité, ben, tu peux pas l'améliorer. Mhm. Donc, nous, notre pierre, elle est là. C'est juste permettre d'aller mesurer ce qui se passe dans les chaînes d'appro. Et ensuite, nos clients, ils vont améliorer, ils vont faire le job et ils le font très bien. D'accord.
Et pour vos clients, la gageure principale, et pour vous aussi, j'imagine directement, c'est de faire adhérer toute la chaîne de sous-traitance Bien sûr, au projet. J'imagine que c'est ça qui bien sûr. nécessite le plus Ah ouais, de persuasion et de… ouais, c'est difficile et c'est difficile d'ailleurs aussi pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que euh, tu vas avoir un fournisseur de taille modeste et tu lui dis, ah, tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas fournir plein d'informations sur ton fonctionnement opérationnel à ton gros client. En général. Ben, tout le monde dit, ben, bon, je suis pas très emballé, quoi. Ouais, Pas forcément, enfin, c'est normal. La donnée, on peut pas dire, enfin, quand on dit que la donnée, c'est le pétrole du 21e siècle, ça veut aussi dire que ça a beaucoup de valeur et que c'est un moyen de contrôle, voire de coercition, etc. Donc, évidemment. bien sûr. Hmm. Donc, pour des vraies bonnes raisons, le premier a priori, c'est ben, tout ou non. Donc, Hmm. après, la question, c'est comment tu dépasses ça. Et ça, c'est vraiment, pour moi, il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'il faut que le partage le partage de données, il crée une forme de responsabilité entre les acteurs. Et il faut que cette responsabilité, elle soit réciproque. Hmm. Donc, il faut qu'il y ait une forme de partage, il peut se faire que sur une plateforme neutre, quoi, en quelque sorte. Hmm. Et le deuxième élément, c'est que, là, qui dépend de chaque chaîne de valeur, mais c'est qu'il faut aller chercher ce que le fournisseur qui partage de la donnée a à y gagner. Hmm. Pour donner un exemple là-dessus, on a un client, qui n'est pas encore complètement public, mais on a un client dans le domaine du cacao. La traçabilité qu'ils mettent sur leur chaîne, le temps réel que ça leur donne sur la visibilité de la chaîne, ça leur permet enfin, ils achètent du cacao un peu haut de gamme, ils rétribuent du coup la qualité un peu en payant des premiums aux agriculteurs. Euh, En gros, avec une traçabilité de temps réel, donc une information quasiment enfin, plus rapide, une visibilité plus rapide sur les flux, ils réduisent les temps de paiement de ces premiums en gros, 6 mois à 2-3 mois. Ces D'accord, premiums, ils représentent 25% du revenu annuel d'un agriculteur dans les zones concernées, en gros, d'accord, euh, d'accord. Oui, donc les zones où on produit le cacao, quoi. En fait, ça change la vie des gens, hein. c'est une incitation 3 mois à de jouer le jeu, trésorerie, ça entre change la vie, guillemets, quoi. bien sûr. C'est énorme, c'est énorme. Mm. Donc, il y a des bénéfices comme ça à aller chercher. Mm. Qui font aussi qui font que, indépendamment de la visibilité que ça donne, la traçabilité peut avoir un impact sur la vie des gens, un impact positif sur la vie des gens, Bien à sûr. l'origine des chaînes d'appro. Donc ça, c'est génial. Enfin, Ouais, quand on fait des projets comme ça, je sais pourquoi je me lève le matin, quoi. bien sûr. C'est juste Ouais. super. Euh, et puis, euh, et puis, c'est des mécanismes qui sont hyper positifs, quoi. Ça crée un engagement des fournisseurs, là, en l'occurrence des producteurs de cacao, pour des bonnes raisons. Mhm. Bien sûr. La mauvaise raison étant, tu me donnes tu me fournis ta donnée, sinon j'arrête de bosser avec toi. Ça, c'est un peu Ouais. du côté revolver sur la tempe, Ouais. C'est pas c'est un peu très nul, quoi. incitatif, quoi. Ouais, ça donne Non. pas très envie. Mhm. Il y a un domaine dans lequel vous avez un partenariat, je crois, avec la société Good Fabric, parce qu'on avait Ouais, interviewé le patron de la Louis Marie Vautier ouais, avec il y a Marie, quelques ouais. mois. Donc, eux spécialisent dans l'éco-design pour la filière textile. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est un modèle que vous cherchez à reproduire, d'avoir ce type de partenariat dans d'autres filières? Ouais, tout à fait. Alors oui, c'est tout à fait un modèle qu'on cherche à reproduire. Donc en gros, effectivement, comme tu disais, Good Fabric, ils sont spécialistes de l'éco-design dans le textile, donc de la mise en place de filières durables. Donc Mhm. déjà, là, juste d'un point de vue macro, on partage un certain nombre de valeurs et de façons de voir quelques éléments de ces filières. Bien sûr, Donc autant dire que ni l'un ni l'autre, on est prêt de travailler pour Shine, par exemple, tu vois, clairement. ça va pas être possible. Euh, euh, et la deuxième chose, c'est que ils sont aussi du coup spécialistes calcul d'ACV, d'analyse de cycle de vie Ouais, pour les filières textiles. d'accord.
Et donc, en fait, le partenariat, il se noue autour de ça. Donc, on va créer une plateforme commune, hein, une offre commune qui s'appelle Foodbridge, Ouais. euh, qui est qui allie, en fait, la plateforme VK sur ce qu'appelle traçabilité avec leur capacité de calcul d'analyse de cycle de vie. La logique derrière ça, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, globalement, quand il y a des calculs d'analyse de cycle de vie, ça se base massivement sur sur des bases de données très macro, des ordres de grandeur très macro de qu'est-ce que tel composant, tel type d'action, etc., va générer en termes d'émissions carbone, en termes de trophisation de l'eau, peu importe l'axe qu'on regarde. C'est tellement macro que ça donne une idée, mais c'est pas, ça correspond rarement. Enfin, c'est comme la taille moyenne des Français, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que Ouais. ça donne une idée de la taille moyenne C'est des pas gens, mais grand-chose. ça dit la taille de personne, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc le travail qu'on fait là-dessus, c'est qu'en fait, on va les calculs d'ACV que fait le Fabric, en fait, ils sont alimentés dans le cas de Fullbridge, ils sont alimentés par de la donnée de traçabilité que nous on capte, qui permet du coup d'avoir un calcul qui est beaucoup plus précis, pointu, lot par lot ou collection par collection, et qui tient compte vraiment le plus possible de la réalité terrain de ce qui se passe, et non pas d'espèces de grosses moyennes macroscopiques, quoi. D'accord. Donc en D'accord. gros, ça permet de mesurer la taille des gens plutôt que la taille moyenne des Français, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Ça appliqué à la série, quoi. Je sais Ouais, pas ouais, si vous- d'accord. Ouais, intéressant. Et donc, du coup, oui, tu disais que c'était un modèle éventuellement que Et donc, ouais. vous pourrez chercher à reproduire. Donc, concrètement, si on a un message à faire passer aujourd'hui, qu'est-ce que vous recherchez? Alors, outre des clients, bien sûr, mais des partenaires, des ambassadeurs, des relais d'opinion, des distributeurs, comment... Alors, bah, Un peu tout principalement des ça, clients, j'imagine. tu l'as mentionné. Mais Ouais, oui, effectivement, des partenaires et notamment, effectivement, sur le cas de Loop Fabric, c'est vrai que j'ai pas bouclé là-dessus, mais effectivement, c'est intéressant. Euh, En fait, ce besoin sur les ACV, on le retrouve aussi sur tout ce qui est calcul de l'empreinte carbone, où le problème qui se pose est exactement le même, hein. ouais, Tout le monde calcule son émission carbone. Enfin, en gros, personne ne calcule son émission Scope 3, et c'est-à-dire ouais, l'émission de ses fournisseurs. ouais. Euh, et euh, et l'évaluation moyenne, hein, c'est que les émissions Scope 3, c'est 95% des émissions d'une entreprise. D'accord. Donc, donc, tout le monde se concentre sur ses émissions propres, ce qu'on appelle le Scope 1 et le Scope 2, Ouais, direct ou indirect. On oublie le Scope 3, mais c'est 95% du sujet, quoi. 92%, d'accord. Ouais, Donc, à un moment donné, il faut s'intéresser au gros du sujet, quoi. C'est quand même c'est ça. Ouais, ouais. pas neutre. Euh, pour adresser la question du scope 3, donc les émissions des fournisseurs, il faut savoir ce qui se passe chez les fournisseurs. Donc, on tombe sur ces questions de traçabilité. Donc, donc c'est vraiment exactement la même logique de ce que je décrivais sur la CV. Donc, on cherche pas mal de faire une discussion avec des partenaires pour justement créer ce pont avec des solutions qui sont capables de calculer les empreintes carbone, que nous, on alimenterait avec de la donnée réelle, des flux terrain D'accord. opérationnels, qui leur permet à eux de calculer du coup des empreintes carbone précises et relatives à vraiment la description, le fonctionnement de la chaîne de valeur. D'accord. D'accord. Sur Changeling, il y avait quelques acteurs qui se positionnaient là-dessus, sur le calcul de la chaîne Ouais, des valeurs carbone. Ouais. le scope 3, ouais, tout à fait. Ouais, Scope 3, ouais. Mais la question de l'accès aux données pour le scope 3, c'est toujours c'est Ouais, souvent un peu comment dire, la pierre angulaire du sujet, quoi. ouais, ouais, bien sûr. Ok, très bien. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion sur comment est-ce qu'un industriel ou qu'un acteur d'un écosystème qui peut être séduit par ton message et votre vision, comment est-ce qu'il fait concrètement pour rentrer en contact avec toi? Alors, à part t'envoyer un mail et t'appeler, un projet, ça commence par quoi en fait? Euh, alors, il y a la première étape, je pense, c'est vraiment d'identifier quel est le driver. En gros, aujourd'hui, il y a deux drivers principaux, dont un qui est en train de s'imposer.
il y a un premier driver sur les questions de transparence qui est, enfin, il y a un premier driver qui sont les questions de transparence. Donc, je veux partager à mes clients, à mes consommateurs, de l'information sur le produit qu'il est en train d'acheter. Donc ça, justement, qu'on voit pas mal dans le textile, un peu dans l'agroalimentaire, etc. Du côté, j'ai un QR code sur un produit, je le scanne, j'ai son cycle de vie qui apparaît, etc. J'ai plein d'informations. Ça peut être un premier driver qui est plus un driver, je dirais, d'un mix marketing RSE, si tu veux. Ouais. Et puis, de plus en plus, il y a un driver plus profond qui est en train d'apparaître, qui est un driver réglementaire. Parce qu'en gros, les régulateurs en Europe et aux US sont en train de faire deux choses. De dire, la responsabilité et le devoir de vigilance des entreprises s'étend sur toute leur chaîne de valeur. Ils ne se limitent pas à leur mur. D'accord. Et deux, il y a une forme d'inversion de la charge de la preuve qui est imposée. D'accord. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de réglementations. Il faut venir, c'est à l'industriel de venir apporter des preuves qu'il est compliant, non plus aux autorités de vérifier s'il. D'accord. Et ça typiquement, ça concerne en Europe les réglementations sur la déforestation qui ont été votées récemment, les réglementations qui arrivent sur le travail forcé, tout ce qui est CSRD, etc. Enfin, ça a toujours des fonctionnements un peu similaires. Donc là, c'est un driver qui est assez profond en fait, parce que ça correspond à la capacité ou pas d'accéder à un marché, d'opérer sur un marché, d'être compliant. Et donc, la toute première étape, ça paraît complètement bête, mais c'est vraiment d'identifier quel est le driver profond. D'accord. Est-ce que c'est plutôt un aspect transparence marketing? Est-ce que c'est plutôt un aspect réglementaire RSE? D'accord. Et puis après c'est quand même globalement des sujets de long terme. C'est même pour ça que c'est passionnant. Donc après, c'est vraiment des questions d'avoir des démarches assez pragmatiques, quoi, par petits pas. Donc nous, on fonctionne en gros par itération de 4 à 6 mois, qui permet justement de ce que tu évoquais tout à l'heure, d'engager les fournisseurs, de régler les incentives qui les intéressent, passer à l'échelle, etc. D'accord. Donc ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ouais, super, j'en doute pas une minute. Donc effectivement, si vous êtes directeur marketing, directeur juridique, directeur RSE, compliance, directeur supply chain, vous avez tout autant que vous êtes de bonnes raisons d'appeler et de contacter Mathieu de Teamcad. Voilà. Et vous êtes bienvenus. Voilà, vous êtes bienvenus. Ok, merci beaucoup Mathieu. Et puis évidemment, n'oubliez pas de passer à l'acte pour changer maintenant. Allez, à une très prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir Thierry, merci.